Bon, j'espère que vous avez passé, vous avez pris un bon déjeuner. Il y a quelqu'un qui a perdu son bloc-notes. La couleur est marron. Si vous êtes l'auteur, veuillez donc vous rapprocher du standard. On va donc faire un panneau sur les nœuds africains ou les noyaux africains. Euh, on a cherché donc pour voir la partie européenne, mais nous avons donc décidé de faire la partie africaine. J'aimerais donc présenter le panel. Isabelle Odida, qui est cofondatrice de UDNOC en Ouganda. Cédric Mebeye du Sénégal. Il travaille également avec Afrinic, autant pour moi. Sada Alamen, cofondatrice donc Soudan Nog, qui est, je pense, les plus anciens dans la région. Voilà. Elle n'aime pas la tendance avec le PCH. Et Edric Delager, un homme fantastique qui représente CDNOG, qui est également à l'échelle régionale. Et en dernier lieu, Rochelle Banda, qui préside donc la réunion des NOG du Sud, également ma collègue au niveau de Flex. Alors, très rapidement, nous allons vous accorder 3 minutes par rapport à votre NOG. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous opérez? Nous allons également passer à des discussions beaucoup plus approfondies. Portia. Oui, allez-y. Bonjour. Je suis Portia Rebonda, je représente SAFNOG, qui est en fait le groupe des opérateurs de l'Afrique australe. Donc, c'était donc mis en place en 2014. Le seul NOG qui existait, c'était AFNOG. Et nous avons pensé qu'il était nécessaire de continuer, n'est-ce pas, l'interaction entre les réunions à NOG qui auront lieu. Alors, c'est pour donc la région, donc c'est la SADC. Ce n'est pas un NOG pays, ce n'est pas un groupe de pays. Nous avons par exemple des interactions avec celles de l'Afrique du Sud, de l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, Eswatini, Tanzanie également. Alors, notre intérêt, c'est d'aider à renforcer les groupes opérateurs réseau au niveau des pays pour que les défis soient réglés. Alors, je pense que les problèmes peuvent être résolus et donc, en tant que norme régionale, nous pensons qu'il faudrait discuter sur des normes applicables à tous les pays. Nous avons également notre prochaine réunion cette année, enfin la semaine prochaine, et nous allons faire donc le SAFNOG numéro 7. Nous avons également des réunions en ligne. Ça, c'était durant la pandémie. Nous espérons également nous rencontrer de vive voix et bien sûr vous voir à ces réunions. Merci. Alors, en 2017, nous avons mis en place ZANOG. On a commencé avec ZANOG, qui fait partie donc de la province de KwaZulu-Natal. Nous avons donc ce problème dans notre région où il y avait donc de l'expertise qui avait donc migré vers Johannesburg et en fin de compte, nous sommes restés avec une région qui était complètement vide. Et les gens pensaient que c'était juste un groupe des membres de la famille et voilà pourquoi les gens recherchaient des opportunités à Johannesburg. Notre ambition a été donc d'encourager des gens pour montrer qu'il y a véritablement un endroit où on peut s'inspirer et apprendre.
et que si les gens n'étaient pas intéressés à aller à Johannesburg, ils pouvaient peut-être aller à l'échelle internationale. Ensuite, nous avons géré ce groupe pendant un certain temps. On organisait des événements on abordait des thématiques informatiques avec des séances. Ensuite, nous avons décidé donc d'organiser des événements le fait est que nous avons vu que la région Johannesburg et Cape Town ont voulu également faire part, n'est-ce pas, de cela. Et nous avons commencé donc l'initiative dans d'autres régions et ensuite nous avons créé des événements nationaux et on a formalisé les choses. Et avec la COVID, les choses se sont un peu ralenties. Ensuite, je pense que maintenant, tout recommence à zéro. Sarah? Bonjour, je suis Sarah, cofondatrice donc du groupe des opérateurs réseau du Soudan. Donc, quand on a commencé pour l'idée du Soudan, enfin, il ne s'agissait pas simplement de parler, on pensait que il n'y avait pas d'endroit pour nous, d'environnement nous permettant d'interagir. Chacun travaillait dans son propre coin, faisait son travail, mais il n'y avait pas de collaboration. Et nous avons pensé qu'il fallait donc essayer de mettre en place une communauté pour tous les ingénieurs réseau, toutes les personnes qui travaillent dans le domaine informatique, pour s'asseoir, discuter, se connaître, se familiariser et voir ce qu'on peut faire ensemble. Un autre aspect important pour nous, et comme vous le savez déjà, c'est que ce n'est pas beaucoup de Soudanais qui participent à ce genre de réunion. Ici, nous sommes qu'à 2, mais nous représentons notre pays. Alors, donc, c'était quelque chose qu'il fallait réparer. Il nous a fallu donc créer un pont entre ce qui se passe dans la communauté au Soudan, car il y a des gens qui mènent des activités dont on peut tirer avantage. Et c'est ce qui nous a poussé à créer donc le groupe d'opérateurs réseau de Soudan. Il y a eu également des défis en la matière. Nous avons donc lancé le premier événement, c'était en 2014. Et nous avons trouvé qu'il y avait beaucoup d'intérêt. Les gens ont manifesté de l'intérêt, ils y ont participé. Et voilà, c'était très intéressant. Bon, il en va de même avec tous les autres réseaux. Hein. La pandémie est venue, les opérateurs ne se réunissaient plus. Ensuite, il y avait la situation politique qui n'était pas favorable. Comme vous le savez, il y a eu une révolution et on n'autorisait personne à faire ce genre de réunion. Voilà. Mais nous avons essayé, n'est-ce pas, malgré tout, d'essayer de garder, n'est-ce pas, l'esprit actif. Et voilà, nous y sommes. Nous espérons donc continuer ce qu'on a commencé. Merci. Bonjour, je suis Cédric, je représente SNOG, donc le groupe d'opérateurs réseau du Sénégal. En fait, l'histoire de notre groupe d'opérateurs a commencé il y a longtemps, lorsque nous avions eu un chapitre très important de Internet Society et nous avons eu de la réputation dans le pays en tant qu'acteur majeur de l'écosystème. On a également fait beaucoup de réunions techniques, de formations, et plus le chapitre avançait et il y avait de moins en moins de formations techniques. On abordait beaucoup plus vers le politique et les gens se sentaient complètement délaissés. C'est la raison pour laquelle la création de ce groupe d'opérateurs de réseau avait été lancée et nous avions commencé. Donc, en 2017, nous avons tenu le premier événement, qui était donc le lancement de SNOG, et nous avons voulu que le groupe puisse entretenir des événements annuels et bien sûr aléatoires selon le besoin. L'objectif était de s'assurer que les techniciens soient satisfaits, n'est-ce pas, hormis les autres. Nous avions bien commencé avec, malheureusement, l'arrivée de la COVID-19. Les choses devenaient de plus en plus difficiles et même le fait que c'était une difficulté pour que les gens comprennent un peu le concept de groupe d'opérateurs réseau, surtout dans l'environnement. Les gens n'avaient pas vraiment grande idée sur cela. Donc, on essaie toujours de garder ce groupe actif malgré tous les défis.
mais au moins, nous avons fait du progrès. Je m'appelle Eugène. Je pense que nous sommes le groupe le plus jeune sur le panel, le groupe d'opérateurs. On s'appelle les bébés de la pandémie parce qu'on l'a mis en place durant le coronavirus. Alors, on a donc commencé le groupe d'opérateurs réseau de l'Ouganda à travers une réunion qui a eu lieu en 2019 à Berlin. Et j'avais exprimé mon intérêt de mettre en place ce groupe. Et ensuite, on m'a demandé de faire une liste. Donc, l'année suivante, voilà, je l'ai contacté, donc au départ de 2020, et je lui ai dit, écoute, est-ce que votre offre est toujours valide? Est-ce que vous voulez toujours mettre en place ce réseau? Oui, effectivement, on voulait que ce soit fait par des réunions physiques, mais à cause de la pandémie, nous avions donc organisé ce groupe virtuel, alors que tout le monde passait des groupes physiques à des groupes virtuels. Donc, il en est ainsi que nous avions fait nos réunions en virtuel. La toute première réunion que nous avons faite date donc de septembre 2020. Et puisqu'on ne savait pas, on ne présageait rien, les gens étaient déjà fatigués, n'est-ce pas, de participer à des réunions virtuelles. Et donc, nous avons dit peut-être qu'il faudrait 50 personnes. Et à notre grande surprise, il y avait 150 personnes qui y ont participé, et ce qui nous a vraiment encouragés. Ensuite, l'interaction avec la communauté était aussi très intéressante, malgré la nature virtuelle. Nous étions donc très contents de poursuivre une autre réunion en 2021. Et cette fois-ci, nous avions eu presque 250 participants. Donc, lorsque les choses ont commencé à aller dans le bon sens, nous avions donc commencé d'interagir au sens physique du terme. Nous avons tenu donc un atelier qui date de juin. Et ensuite, nous avions commencé un chiffre limité de 35%, mais nous avons eu 60 personnes qui avaient pris part. Nous avons donc fait des séances techniques, on a commencé avec des présentations de contenu, n'est-ce pas, du domaine. Et nous avions décidé également de faire des ateliers. Donc, cette année, nous aurons notre conférence annuelle en octobre, du 2 au 4 octobre. Et bien sûr, je vous invite tous et toutes. En tout cas, nous, en tant que UGNOR, nous voulons atteindre les mêmes objectifs que vous, comme les autres panélistes qui m'ont précédé. Nous voulons mettre en pratique les bonnes pratiques, identifier les défis et savoir comment y trouver des solutions. Merci à tous. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions, s'il vous plaît, à poser à n'importe quel représentant de groupe d'opérateurs réseau? Microphone. N'oubliez pas votre nom, votre affiliation, etc. avant de poser la question. Darren Kos, je suis donc du NOC d'Angola. René, merci. Nous avions également lancé notre groupe d'opérateurs réseau avant le COVID. Et nous avons un défi en ce moment, c'est l'absence des représentants nationaux. Et donc, nous voulons développer également des documents nationaux. On a beaucoup plus de documents, n'est-ce pas, étrangers. Est-ce que vous avez la même difficulté? C'est une question générale. Donc, vous avez un problème de contenu local. Oui, c'est bien ça. Alors, qui aimerait répondre? Oui, bien sûr, nous avions également eu le même problème. Nous avions donc décidé d'insister, d'avoir davantage de contenu local. Donc, il faut motiver la communauté, n'est-ce pas? Il faut leur accorder la priorité. Et pour cette année, nous avions discuté et nous avions accordé donc 60% à l'endroit du contenu local et 40%, et même un peu plus petit que ça, pour le contenu international. Parce que nous avons essayé cela en juin, cela a fonctionné. Nous avons essayé en juin et cela a bien fonctionné.
Et ça nécessitait beaucoup plus d'efforts et pour encourager les gens, comme quoi ceci, la communauté pourrait en bénéficier parce que vous appartenez à la communauté, donc il faut y participer au cours des interactions, des discussions. Sarah, vous voulez répondre? Oui, nous avions eu le même problème à plusieurs reprises, n'est-ce pas, pour notre groupe. En fait, comme la collègue vient de le dire, ça va nécessiter beaucoup d'efforts, d'efforts de la part des négociateurs, organisateurs, autant pour moi, motiver des personnes, briser un peu les chaînes d'isolement. Quand on a commencé, on considérait cela comme étant des partenaires d'autres organisations. On a voulu donc discuter sur les différentes présentations, sur certaines thématiques, même si la réponse était courte. L'idée était de faire en sorte que la communauté n'ait pas peur de présenter. Donc, on encourageait aux gens de faire des présentations de 10 minutes au cours de ces réunions. Donc, l'idée était de susciter la volonté, de leur permettre de surmonter la peur, la timidité. Et donc, après, on a commencé à remarquer que les gens soumettaient des documents, etc., quand on lançait l'appel. Et nous avons vu qu'il y avait beaucoup de thématiques très intéressantes. Et après, les gens ont, par exemple, fait des propositions, ou bien quand ils avaient des points d'ombre, ils partageaient, par exemple, des informations supplémentaires. Des gens faisaient également des demandes de présentation, etc. Donc, ce n'est pas à 100% des thématiques technologiques. Nous, on invitait tout le monde et puis, voilà, on s'entraidait. Et voilà, nous y sommes. Ça nous a vraiment aidés. Moi, je pense que c'est le conseil que je peux vous donner pour travailler avec votre communauté. Oui, effectivement, j'aurais vraiment aimé que ce soit la même chose avec certains groupes d'opérateurs réseau, de faire ce genre de choses, des petites actions, n'est-ce pas? Venir faire une présentation de 5 minutes, avoir une petite expérience, ce n'est pas parfait. On a besoin d'avoir vous et votre contenu. Voilà, comme on dit en anglais, on dit que les petites gouttes font de grands océans, les petites gouttes d'eau. Y a-t-il une autre réponse quelque part? Oui, moi je dirais, en tout cas, moi je travaille avec une multitude de NOG, non pas seulement celui du Sénégal. Oui, c'est vrai que nous n'avons pas encore lancé l'initiative, mais en fait, ce qui nous a empêché de le faire, c'est parce que les gens ne comprenaient pas très bien le bien fondé des groupes d'opérateurs réseau. D'abord, c'est la première étape. Il faut expliquer que c'est donc un environnement pour partager des connaissances. Et pour encourager les gens, par exemple, c'était d'abord de leur faire comprendre que ce n'est pas des forums techniques. Vous attendez des gens avec des doctorats qui viendront parler du jargon compliqué. Non, on veut partager entre nous. C'est une façon pour nous de partager des connaissances entre amis, partager ce que vous faites, ce que vous connaissez et s'inspirer. Et même si on sait déjà que ça peut être peut-être des cours, n'est-ce pas, des mises à jour, etc. Et là, les gens peuvent comprendre le bien fondé, etc. Voilà, nous avons un exemple avec le Burkina Faso. Il y avait des gens qui étaient très hésitants au Burkina Faso. Il a donc fallu que je partage le message en disant que nous n'avons pas besoin d'expertise, nous avons juste besoin de partager les connaissances, juste entre nous. Ce n'est pas que les gens vont juger votre niveau de connaissance. On veut juste partager ce qu'on sait. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un peut fermer la porte à l'arrière, s'il vous plaît? Ça, c'est une question très, très pertinente. Darine, merci. Oui, une autre question, Michel. Je m'appelle Michel. Alors, je parle au sens neutre. Quels sont les renforcements des capacités que vous organisez? Vous dites, par exemple, comment obtenir les contenus pour la communauté? Si vous avez, par exemple, des activités de renforcement des capacités, je pense que ça pourrait aider à créer ce contenu local et les compétences nécessaires et également les compétences pour des personnes parfois idiotes comme moi qui passent et posent des questions stupides. Je comprends très bien ce que vous dites. Si vous dites que vous êtes nouveau, je comprends. Merci d'avoir anticipé l'ordre du jour.
En tout cas, c'est un point très important. On va donc faire cela. Parlons donc de renforcement des capacités. Qui voudrait commencer? Bon, je vais essayer. En fait, pour le renforcement des capacités, en fait, l'idée est née donc d'une séance de formation qui a été donc menée par Nichel, moi également en 2017, un autre collègue, et on a vraiment aimé cet esprit-là de partage. Et nous avons commencé avec le renforcement des capacités. Nous avons vu qu'il était également difficile de trouver des thématiques appropriées qui peuvent motiver des gens parce qu'il y avait des thématiques qui devraient intéresser les personnes. Vous savez, les gens changent d'entreprise et parfois il faut recommencer à zéro. Et beaucoup d'entreprises ne semblent pas voir qu'il faut, par exemple, autoriser des gens à prendre des pauses pour des formations, etc. Et donc, c'était un peu ça notre problème. C'est ce qui justifie l'absence de nos séances. Donc, c'était un peu plus formel en ce sens. Mais à la fin, nous avons compris que toute séance de renforcement des capacités devrait être beaucoup plus courte et directe. Sinon, les gens seront très distraits et voilà, vous savez, faire des formations après une journée de travail, c'est parfois difficile. Sarah, euh, alors ce que nous faisons, donc je vais partager quand on a commencé le SD Nord, on a commencé les conférences, les grandes conférences, pas aussi grandes, des conférences de taille moyenne, et nous avions partagé quelques documents, quelques thématiques qu'on expliquait avec un contexte local et international. Et après, on faisait donc une évaluation pour voir les attentes des participants par rapport aux prochaines conférences. Et la plupart des gens disaient qu'ils veulent davantage de formations, d'ateliers. Et on leur disait, OK, si c'est le cas, nous aurons besoin de vous. Comment est-ce que vous voulez qu'on fasse, par exemple, les mêmes formations? Et on envoyait un autre sondage sur le type de formation désirée, qu'est-ce qu'ils veulent, quel jour de la semaine est-ce que les formations seront appropriées. Et comme le collègue a dit, vous savez que beaucoup de gens d'entre nous travaillent déjà et ne sont pas toujours libres. Et la plupart des personnes travaillent et sont volontaires et n'ont pas besoin d'un atelier de 5-6 jours. Et donc, on a créé l'idée selon laquelle on devait organiser des mini-ateliers. On a commencé en 2015 et on le faisait de façon hebdomadaire, par exemple, les vendredis, les samedis et pour les ateliers. Donc, chaque samedi, on abordait des thématiques. On avait des personnes, des volontaires locaux qui voulaient le faire, ces sujets. Donc, ça a l'air quand même très fatigant, mais en fait, quand vous commencez, vous allez comprendre que ce n'est pas du tout difficile parce que lorsqu'on disait aux gens que nous aimerions continuer à faire autant, c'était très difficile. Donc, on demandait qu'il y ait des volontaires et nous avons vu qu'il y avait des centaines de personnes qui se portaient volontaires pour faire cela et voilà. Donc, on a dit, OK, puisqu'il y avait beaucoup de volontaires, on les organisait, on disait que chacun devait le faire par tour de rôle. Par exemple, une personne peut le faire un samedi et voilà. Et voilà. Et ça a bien marché pour nous. Ça a très bien marché. Je ne sais pas, en tout cas, le nombre de formations, je ne me souviens pas très bien, mais vous pouvez le voir sur le site Internet ou sur notre wiki page. Et donc, quand on le faisait, on parlait également des coûts. Les coûts, c'était... On leur disait que si vous voulez venir à des ateliers, nous sommes une organisation à but non lucratif. On va peut-être payer pour votre déjeuner ou bien un jus. Et si vous voulez apporter à manger, on peut le faire. Et ça fonctionnait pour nous. Il y a des gens qui apportaient voilà, leur repas et voilà. Et on leur remboursait en espèces. Et même dans le rapport, vous allez voir les différents budgets pour tous les coûts. Donc, le coût pour chaque atelier que nous faisions, c'était moins de $50. Et chaque semaine, on en faisait. Donc, imaginez, c'était très beau. C'était très beau. Voilà.
Je dois dire que vraiment, c'est fascinant. Je ne connais pas aucun NOG en Europe qui fait la même chose, ou bien au Canada ou dans d'autres pays. C'est vraiment impressionnant. Sauf s'il y a quelqu'un ici qui va lever la main. Je ne connais pas d'autres NOG qui font ça à ce niveau-là. Je vous félicite. Oui, il semble que, apparemment, les gens pensent que c'est difficile, mais comme je vous ai dit, si vous impliquez la communauté, ça va se faciliter. Parce que au début, je disais que j'allais le faire pour un samedi par mois. On commence par ça. Et donc, comme ça, c'est devenu facile, comme ça. Oui, une fois que vous avez l'économie d'échelle, ça arrive, ça se passe. Et les autres sont bloqués quelque part, ils attendent que ça commence à monter. Ah oui, c'est bien. Donc, dans notre cas, Michel, je n'ai pas encore répondu. Euh, on ne vient que commencer, mais on a essayé une fois cette année. Nous avons sélectionné les sujets que nous croyons, puisque c'était la première fois. Donc, c'était la première fois qu'on voulait dicter, quoi, décider les sujets. Donc, cette fois-ci, il était question du renforcement des capacités. Puis, nous avons envoyé on a invité euh, des gens, mais à l'époque, je sentais que les opérateurs et certains des chercheurs avaient besoin d'être impliqués. J'ai appelé quelques amis, quelques opérateurs et quelques centres de données ISP et je leur ai demandé d'envoyer leurs équipes puisque nous croyons que c'était important, que ça leur serait bénéfique. Surtout que Kyle avait insisté que l'on fasse cela, puisqu'il disait que très peu de gens connaissaient les IXP. Ils ne savaient pas ce que c'est le peering, ce que c'était le peering, et c'était des gens qui devraient travailler avec nous. Alors, on a appelé ces sociétés pour leur demander d'envoyer les équipes et ça a bien marché. Pour nous, ça a bien marché. Cédric, merci beaucoup. Ah, apparemment, vous avez gardé le meilleur pour la dernière personne. Apparemment, c'est ça. D'accord. Je dirais que dans notre cas, euh, je vais dire le contraire puisque ils ont partagé avec nous leurs histoires de réussite, mais c'est pas là. Je vais vous parler d'autre chose. J'ai appris que vous pourriez avoir un sujet avec les meilleurs formateurs, mais s'il n'y a pas de comité, personne ne viendra. Nous avons envoyé des invitations, on a invité les gens à travers le WhatsApp, on a fait ça à travers email, mais, ah oui, je me rappelle, une fois, il y a eu un participant. Donc, on était à quatre, trois aux organisateurs, un participant, mais très souvent, c'était les trois organisateurs, et puis on a dû manger le pizza et boire ce qu'il y avait. Mais j'ai appris finalement qu'on avait besoin d'un comité. S'il n'y a pas de création d'un comité, personne ne viendra. Il ne s'agit pas vraiment de, de chercher des gens que l'on connaît. Euh, il faut que les gens comprennent ce que c'est un NOG et la raison pour laquelle on s'est réunis. Et petit à petit, les gens vont s'y intéresser. Et puis, il faut quitter sa zone de confort. Euh, on doit pouvoir appeler même ceux que l'on ne connaisse pas. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, mais il pourrait y avoir beaucoup de responsabilités. Les gens sont occupés. Donc, il faut être courageux, il faut travailler pour chercher les gens, il faut les attirer, il faut les encourager. Et comme ça, il y aura quelque chose de bon. Merci. Ah, vous êtes là. Oui, je suis toujours là. Dans notre cas, s'agissant des sujets couverts dans cette conférence, on a utilisé le mailing list pour organiser des débats sur des sujets pertinents sur base de ce qui se passe en termes de renforcement des capacités. Pour chaque
pays où on a organisé des réunions. Donc, on a fait ça surtout en Afrique du Sud, mais nous avons trouvé qu'il nous serait plus facile d'avoir des participants si on travaillait avec des organisations locales. Par exemple, nous avons fait la colocation 2 fois avec iWeek, par exemple, et ça s'est passé il y a quelque temps, je ne me rappelle pas, mais c'était à Durban et puis à Johannesburg. Et ça nous a aidé à sensibiliser les gens. Les gens ont pu comprendre ce qui se passait. Mais quand on a organisé, quand on a lancé le programme, on a encouragé les gens à nous parler de ce qui leur était nécessaire, leur source de motivation pour leurs employés, pour les attirer à y participer, ce qui leur serait bénéfique pour qu'ils participent à la conférence UTI. Oui, c'est ça qu'on a trouvé. Merci beaucoup. Il y a personne ici qui fait la formation comme une composante de la création de leur communauté. Personne ici? Donc, tout le monde fait la formation, apparemment, ça fait partie de vos activités. Donc, c'est très différent de ce qui se passe en Europe, apparemment. En Europe, c'est très difficile de disponibiliser, d'avoir des participants dans des formations. Je me rappelle IPv6, ça fait partie de sujets sur le programme pour nous. On a travaillé dur pour les avoir. Donc, vous avez l'atelier, les programmes en parallèle, oui, c'est ça. Donc, que pensez-vous de défis? Quels sont vos défis les plus importants? En ce moment, je dirais que en ce moment, on doit avoir des réunions en présentiel. Ça faisait partie des défis les plus importants. Pour ceux qui se trouvaient à l'extérieur du pays, il y avait des problèmes de budget, pas suffisamment de budget pour les voyages. Et puis, pour ceux qui étaient à l'intérieur du pays, ils ne voulaient pas dépenser de l'argent pour voyager, pour participer à la réunion, mais on continue à encourager les gens d'y participer puisqu'il y a de la sécurité, on peut voyager, mais c'était ça notre défi le plus important pour organiser ces réunions. Pour nous, je pense que le problème le plus important, c'était la fatigue sentie par les bailleurs. Les gens devaient changer, s'adapter à des nouveaux scénarios. Il y avait bon nombre d'événements. Donc, les gens il y avait la fatigue en ce qui concerne les séances Zoom. Et puis, il y avait aussi la fatigue en ce qui concerne les réunions. Les gens n'avaient plus de sources de motivation, comme les réactions, les réponses après chaque réunion. Donc, pour nous, on essaie d'avoir les NOG plus petits et les plus petits NOG nous ont aidés à créer, à renforcer notre source de motivation. Sinon, nous sommes en train de planifier d'autres événements, mais il y a toujours des volontaires qui luttent pour continuer. Le travail est difficile, personne n'est payé, c'est sur base de volontariat. Espérons que dans 2 mois, il y aura une amélioration. Ça ira. Donc, à part votre problème de trop de réussite, est-ce qu'il y aurait un défi? Je vais vous parler de nos défis et ce à quoi nous faisons face pour l'avenir. Donc, les gens ne savent pas ce que c'est le NOG. C'était difficile pour nous. Le fait de devoir communiquer, partager avec eux la définition du NOG. Donc, on a dû utiliser nos amis, passer par nos amis, les membres de nos familles ont demandé aux gens d'être ambassadeurs ou ambassadrices pour NOG, d'encourager les gens à y participer. Donc, même pour la communauté, concernant le nombre de gens, toutes ces différences sont causées par ce phénomène. Nous avons une liste auquel on envoie toutes ces invitations. Hein. Donc,
Je pense que c'est Bagel Section. Il y a eu aussi la liste de sections. Il nous manque beaucoup de choses. Il nous manque beaucoup de choses, même pour les grandes organisations. Je vais vous donner un exemple. ISOC veut nous aider. Ils disent, nous pouvons vous envoyer l'argent, mais l'argent ne peut pas arriver au Soudan. Il y a des problèmes de transactions monétaires au sein des banques. C'est très difficile d'envoyer de l'argent au Soudan, ainsi de suite. Et puis, il y avait autre chose pour les outils, pour le logiciel. Au moment où les gens commençaient à utiliser le Zoom, la plupart des gens utilisaient Microsoft. Donc, tous les autres logiciels étaient bloqués au Soudan. C'était banni au Soudan. Donc, on a dû chercher d'autres moyens d'y parvenir. Donc, je pense que dans notre cas, il faut pouvoir innover, il faut pouvoir créer ou penser. Veuillez m'excuser, l'anglais n'est pas ma première langue, mais il faut chercher, innover, voir ce qui peut fonctionner dans votre communauté. Et puis, il faut s'assurer que les gens ne tirent pas seulement, qu'ils donnent et non seulement tirer l'avantage, mais il faut qu'ils donnent, qu'ils partagent. Ce n'est pas nécessaire d'être expert. Vous pouvez partager avec nous tout ce que vous voulez partager. Ça a aidé, ça a marché, ça nous a aidés. Et les gens ont partagé leur matière. Il y a d'autres qui disaient, on n'a pas vraiment quelque chose à partager avec vous. Il y a d'autres qui disaient, je n'ai rien à dire, mais je serai instructrice. D'autres disaient, je vais jouer ce rôle. Et on a accepté ça. Et donc, nous avons une certaine situation politique. Ce n'est pas encore très stable sur le plan politique. Ce n'est pas tellement sûr. Ce n'est pas tellement facile d'organiser les conférences. Mais les autorités connaissent notre travail. Ils savent très bien le travail que l'on fait et ils nous aident, ils acceptent. Et puis, la plupart des gens étaient en train de guérir. Il y a des gens qui étaient en pleine guérison après la pandémie. On n'était pas sûr si les gens étaient prêts à travailler, à interagir avec d'autres. Donc, c'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a des membres de l'audience qui veulent, ceux qui veulent parler, nous parler, on vous entend très bien. Là où nous sommes, on vous entend. S'il vous plaît, veuillez attendre, vous allez pouvoir interagir avec eux à l'extérieur de la salle pendant la pause. Aidez-nous, aidez-nous. Vous êtes en train de causer et vous nous interrompez. Essayez d'attendre, vous allez pouvoir causer après, à l'extérieur de la salle. Cédric, à vous la parole. Je dirais que de notre côté, il y a quelques défis. L'un d'entre eux, c'est la promotion. Pour que les gens comprennent ce que c'est un orgue, ce n'est pas vraiment un concept connu dans un pays francophone, mais pour nous, il a fallu faire beaucoup de sensibilisation. Pour nous, il y avait le Rome Medium, mais même ceux qui avaient été très actifs au sein de l'écosystème de la communauté n'avaient pas vraiment bénéficié d'une sensibilisation comme telle. Donc, il a fallu faire la sensibilisation, il a fallu communiquer, avoir accès à tous ces gens. Ça, c'était un défi. Il y avait un autre, le fait de pouvoir organiser les activités, c'est ça. Donc, pour ceux qui ont visité le Sénégal, ils devraient savoir qu'il y a vraiment une circulation terrible. Donc, il y a vraiment un trafic, un grand volume de trafic. Donc, il faut trouver un équilibre. Peut-être, si vous voulez faire ça en dehors des heures ouvrables, ça pourrait être difficile. Si vous voulez faire ça après les heures ouvrables, ça pourrait être, veuillez m'excuser, il parle de la circulation. Il parle de la circulation sur la route. Donc, ça cause des problèmes. Parfois, ça prend 2 heures pour arriver quelque part et pourtant, on aurait pu faire ça en dehors de 22 minutes. Donc, voilà, c'était nos défis les plus importants, c'est ça.
Donc, le premier défi auquel j'ai fait face, j'ai dû aborder, c'était le fait de ne pas pouvoir exploiter les médias sociaux. On a dû nous dépendre des médias sociaux. J'ai pu apprendre à utiliser les médias sociaux, euh, les réseaux sociaux. Mais notre défi était d'avoir un appui local des sociétés dans notre écosystème en Ouganda. Notre appui vient principalement de certaines sociétés. Nous avons une ou deux sociétés locales qui appuient le NOG et pourtant, nous sentons que ça pourrait bénéficier, aider la communauté locale. Donc, on aurait vraiment besoin d'un appui local. L'autre défi, ça a été cette lutte pour avoir des volontaires. Parce que pour qu'il y ait des volontaires, ces volontaires savent qu'ils n'auront pas de paiement, qu'ils doivent sacrifier leur temps. Donc, ce n'est pas tellement facile. Cette année, en plus, on a dû choisir. Cette année, on a dû travailler avec des gens qui n'étaient pas très doués ou bien qui n'avaient pas les compétences techniques. Et parmi un de nos ateliers, il y avait une réaction. Les participants disaient que certains de nos sujets étaient trop techniques. Donc, c'était difficile pour eux de suivre. On a déjà décidé d'y trouver une solution en créant le Track Zero. Et à la fin de la journée, donc, on a trouvé une solution. Donc, voilà, ce sont les défis auxquels nous avons dû faire face. Et j'espère qu'il n'y en aura pas trop dans l'avenir. D'accord. Est-ce qu'il y en a en ligne? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Nous avons une question en ligne provenant de Samuel Karuku. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Il aimerait savoir comment contacter les membres de la communauté pour les former sur le bon sujet. La question, c'est de savoir est-ce qu'il faut vérifier ou bien contrôler les gens qui seront formés? Est-ce qu'il faut vérifier ou bien faire l'authentification? On n'a pas vraiment fait ce processus, mais il y a eu des gens vraiment intéressants qui sont venus pour la formation. Donc, parmi nos méthodes de télécommunication, nous avons utilisé Telegram. Et puis, il y a des gens qui sont entrés dans ce groupe de Telegram. Ils ont posé des questions bizarres. C'était intéressant. Mais quand on a mentionné formation, le mot formation, il a dit, mais bon, c'était intéressant. Je n'ai pas compris tout ce qu'il disait, mais il n'y a pas vraiment d'authentification. Il n'y a pas vraiment de vetting. Il n'y a pas vraiment de vetting. Non. Ça pourrait être quelqu'un qui pourrait se développer et devenir plus utile à la communauté. Parce que la plupart des fois, c'est les gens qui s'intéressent à la communauté, à ce qui se passe dans la communauté. Et c'est ça l'important. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut continuer, qui veut ajouter à sa réponse? Vous êtes vous êtes autorisé de donner des réponses vraiment courtes. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part de l'audience? Bonsoir, je suis Madi Noratson. J'ai une question qui est adressée aux représentants du Nord. Est-ce que vous avez pensé à un programme de formation que vous pourriez, pour lequel vous pourriez faire la publicité dans votre pays avec les opérateurs de Telegram? Et donc, au lieu d'envoyer les ingénieurs à l'extérieur, au lieu de les envoyer à l'extérieur pour la formation, ce qui coûte très cher. Donc, il s'agit de la réputation du NOG et je crois toujours que les NOG africains avons une très bonne
ont une très bonne réputation. Il y a 15 ans, je me suis rendue à 2 formations AFNOG avec la promesse comme quoi j'allais beaucoup apprendre et j'ai trouvé ça très, très, très bon. Est-ce que vous avez essayé ceci? Même si vous créez une communauté, vous pourriez utiliser une approche du haut vers le bas. Et puisque ces ingénieurs vont participer à votre programme de formation, ils vont devenir des fans. Ils vont donc faire la même chose. Ils vont former les autres. Ils vont envoyer le message partout. C'est une très bonne chose d'avoir le NOG national. Si je veux, deuxième question, si je veux être volontaire pour le NOG, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et pour être franche, pour certains dans la communauté, j'ai l'impression que les gens n'ont pas vraiment la confiance. Ils ne savent pas comment ils vont gagner, ce qu'ils vont apprendre. Merci. La réponse à la deuxième question. Très souvent, les volontaires sont là pour rencontrer les gens à la porte, accueillir les gens. Là, ils n'ont pas vraiment besoin d'une formation. Et d'après mon expérience, quelqu'un va nous contacter, il va dire, j'aimerais être volontaire, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire ça? Alors, il faut dire, nous avons besoin des gens pour faire ça et ça et ça. Et puis, il y aura des réponses sur le site web. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui utilise ce processus, ce style pour attirer les gens, les volontaires? L'approche du haut vers le bas, c'est compliqué. Si j'étais mauvais, je dirais à Michelle de nous donner ses commentaires, mais elle va se fâcher. Mais Donald, est-ce que tu peux répondre à cette question? Ou bien vous avez une autre question? Pas vraiment. C'est pas Donald. Pour participer à un NOG. Voilà, ma question. Veuillez m'excuser. Est-ce que c'est le même sujet? C'est la même question? Ça concerne la formation sur l'approche du haut vers le bas. C'est ça? Non, c'est différent. Michel, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Parce que je pense que vous menez beaucoup de formations en Afrique. D'accord, nous allons donner la parole à quelqu'un d'autre. Après notre premier atelier en juin, suivant notre premier atelier en juin, certains des participants nous ont demandé pourquoi il n'y avait pas de coût, pourquoi on n'avait pas imposé un coût. Ils ont dit pourquoi les gens ne payent pas, parce qu'il s'agit d'un contenu qui n'est pas facile à trouver sur l'Internet. C'est un contenu que nos sociétés pourraient nous demander d'aller chercher en ligne. Mais nous n'obligeons pas les participants de payer pour assister à ces formations. Nous cherchons les fonds. Nous mobilisons des fonds pour organiser ces ateliers. On n'a pas encore pensé à imposer un paiement pour les participants. D'accord. Je voulais dire que pour l'approche du haut vers le bas, oui, sur je dirais que ça dépend du contexte. Quand il s'agit d'un contexte où c'est formel, tout est formel, les gens veulent savoir qui nous sommes. Est-ce que vous êtes un centre de formation? Si vous avez ce titre communauté des experts techniques, là, dans ce cas, il vous serait difficile de convaincre des sociétés à vous envoyer leurs employés pour la formation. Ça pourrait être faisable, mais ça prend du temps. C'est quelque chose qu'il faut faire petit à petit, au fur et à mesure que les gens commencent à vous faire confiance. Il faut que les gens vous fassent confiance pour qu'ils acceptent de vous envoyer leurs employés pour la formation. Je voulais dire qu'on a essayé de faire ceci jusqu'à un certain point et on utilise ces formations comme une source de motivation pour les attirer à
venir pour encourager les employeurs à envoyer leurs employés. On a fait ça, ça a marché, oui, ça a marché à un certain degré, mais je dois dire qu'il faut vraiment renforcer la motivation. On a essayé ça jusqu'à un certain point et ça a marché. Ça a marché. I have comment. Okay, for SDNOG, when we started doing that, Pour Ezinog, au moment où nous avons commencé ça, normalement, on va voir qui est formateur, on va regarder ses diplômes ou bien ses certificats, et puis on va organiser l'atelier. Et puis, oui, les gens vont vont participer, mais après, c'est à eux de voir si ça leur a aidé. Mais normalement, on contacte les ISP et les télécoms, on leur dit, nous allons organiser un événement. Qu'est-ce que vous voulez que l'on discute? Quel est le contenu qui vous est intéressant? Et puis, nous allons nous renseigner auprès de certains experts. On pourrait même chercher des formateurs pour leur demander leur avis ou bien pour leur demander de venir mener la formation. Jusque-là, ça a marché à 80%. Donc, parfois, par exemple, on a contacté les ISP, on leur a demandé qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pendant la formation. Ils nous ont donné leur réponse. Les ISP veulent le routage, par exemple. Et on a utilisé ce format. Et maintenant, je suis très contente avec les résultats. C'est comme une référence. Pas vraiment une référence, mais ils nous cherchent, ils nous contactent. Ils disent, nous voulons faire ceci et cela. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que vous avez un formateur? Qu'est-ce qu'il faut faire pour organiser ce processus? Je suis très contente qu'on soit là parce qu'on parle des ISP les plus importants. Quand ils cherchent quelque chose sur l'Internet qu'ils ne comprennent pas, ils nous contactent, ils disent, on a trouvé ça, on n'a pas compris ça, aidez-nous à le comprendre. Et parfois, on lance des débats. Et dans ce cas, on leur dit qu'on peut organiser des rencontres de face à face. Et puis, je peux ajouter que pour ceux qui entrent dans le marché, parfois, ils contactent SDNOG, ils disent, nous ne faisons que commencer, on ne sait pas grand-chose et parfois, on leur envoie des contacts, on leur donne des contacts, on dit, nous avons déjà organisé un atelier sur ce sujet, vous pouvez consulter notre site web ou bien notre wikipage, notre page wiki et vous allez trouver les détails pertinents. On ne peut pas couvrir tout ce qu'ils veulent discuter parce que parfois, c'est très précis. Mais s'il s'agit d'un concept général, alors là, nous pouvons les aider de temps en temps. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, des derniers commentaires pour ceux qui n'ont pas encore parlé? Donald, à vous la parole. Merci beaucoup. Veuillez m'excuser. Vous venez de répondre à ma question jusqu'à un certain degré. Mais je pense qu'il faudrait l'applaudir parce que, étant donné ce qu'elle a fait, ça fait partie des meilleurs NOG dans le monde. Il faut l'applaudir, vraiment, il faut l'applaudir. J'ai un commentaire. C'est une communauté, c'est pas nous seulement, c'est toute une communauté. Et les membres ont travaillé très, très dur. Ah, madame, vous avez fait le gros du travail. Vous avez donné les mesures incitatives. Alors, voilà ma question. Il existe apparemment des communautés qui devraient être créées, mais que pensez-vous? Qu'est-ce que vous avez vu? Et là, je m'adresse à tous les panélistes. Quel est le moyen le plus efficace? Je viens de l'ère de listes d'adresses par email, mais de par le passé, vraiment, c'était très archaïque, c'était très vieux. Mais pour que les gens comprennent ce que c'est le NOG, quelles sont les plateformes les plus efficaces à votre avis? Quelles sont les meilleures plateformes à votre avis?
I don't want to be the talkative one. Ah, je ne veux pas trop parler, je ne veux pas monopoliser la parole. Ah bon, vous êtes une reine des médias? Yes, social media. D'accord. Les médias, les réseaux sociaux, oui, nous les utilisons pour avoir accès aux communautés. Mais pour le NOG, ils ont un groupe Telegram qui n'est pas limité aux Sud-Africains seulement. C'est ouvert à tout le monde. Vous avez fait un très bon travail en impliquant la communauté sur tout ce qui se passe, tous les sujets. Les gens parlent, les gens, il y a une interaction en temps réel. Donc, j'aimerais vraiment les féliciter pour leur façon d'utiliser les groupes Telegram. Je fais partie de ces groupes de Telegram. Je connais très, très bien ces groupes Telegram. Je sais ce qui se passe. Je sais ce qui ne passe pas là-bas, mais c'est vraiment très compréhensif et les gens l'utilisent. C'est vraiment très bon. C'est très bon. Oui, c'est instantané. C'est en temps réel. C'est une communication en temps réel, vraiment. Mais oui, étant donné que les gens n'utilisent plus ces mailing lists, ce n'est plus utilisé. C'est plus à la mode, c'est plus à la mode. Donc, Sarah, qui va parler maintenant? Ed et Sarah ont déjà parlé. Comme Donald a dit, bon, je fais partie de l'ère de mailing list. Je ne fais pas partie des gens qui ont évolué dans l'ère moderne. Les gens veulent qu'il y ait suffisamment de plateformes puisqu'il y a plusieurs désirs, plusieurs modes d'utilisation. Mais plus on utilise les plateformes qui ne sont pas interliées, plus il y aura beaucoup plus de communautés. Il y aura peut-être une confusion. Les gens vont dire, ah, je veux utiliser cette communauté. Non, cette communauté-là, je n'aime pas. Il y a les gens qui ne font pas confiance, qui n'aiment pas WhatsApp. Telegram est bon, oui, ça c'est vrai. Mais nous avons deux groupes Telegram. L'un est pour Ops et l'autre, c'est pour les débats généraux. Et même entre ces deux groupes, il y a une différence entre ces deux communautés. Et le problème le plus important, c'est d'éviter d'introduire des différences entre vos communautés. Mais nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. C'est notre raison d'être en ce moment. Oui, je vais créer un groupe Telegram pour vous puisque le mailing list ne fonctionne pas. Même pour nous, ça n'a pas aidé. Facebook et Instagram nous ont aidés. Ils sont vraiment magnifiques et c'est comme ça que nous avons pu mener nos communications. Mais je pense qu'un groupe Telegram serait idéal puisque nous essayons d'encourager la communauté à continuer à discuter, interagir avec d'autres et ça se passe même en cours de nos ateliers. Cédric, à vous la parole. In our case for Je dirais que dans le cas de Sénégal, did set up a WhatsApp group, but on a lancé un groupe WhatsApp, mais ça n'a pas vraiment marché. Au lieu de voir beaucoup de gens en train d'entrer, de s'y adhérer, beaucoup de gens ont quitté le groupe. Donc, ce qui a marché, c'est de rencontrer les gens en présentiel, avoir des face-à-face et les impliquer. C'est ça qui marche, étant donné qu'il y a c'est très important de les éduquer, de leur montrer ce que c'est NOG. Ça marche en tout cas. Et il y a le cas de l'île Maurice où il y a le MU NOG. and it's working fine. Et ça fonctionne très bien parce que principalement, je pourrais dire qu'Afrinic, comme vous le savez, avec le personnel de ISOC, balançait quelques annonces, même des opportunités de formation, de conférences, etc. Mais je pourrais vous dire que depuis l'année passée, on a commencé à voir des gens commencer à poser des questions à caractère technique et aussi
s'échanger, il y a plus d'intérêt. Certaines personnes commencent à s'y ajouter à ces groupes Telegram, plateforme Telegram, comme vous le savez. Il y a aussi au niveau de Burkina Faso, groupe WhatsApp, les gens sont là. Il y a une audience virtuelle et les gens passent les informations. La circulation de messages est là et aussi, comme vous le savez, vous êtes tous de personnes de médias sociaux, vous le savez. Même au niveau de forêt, les gens se correspondent. On peut envoyer un message très rapidement. Il suffit seulement qu'il y ait une couverture des réseaux de ces côtés-là et puis les gens se connectent. Même pour l'Europe, même pour certains coins. Vous savez, si vous voulez utiliser d'autres plateformes, il faut toujours penser, commencer. Bon, de toutes les façons, nous allons attendre peut-être les jeunes. Les jeunes viendront par la suite. Ils vont nous donner d'autres opportunités. Il n'y a rien de faux dans cela. Je trouve ces plateformes super. Nishan. Oui, c'est vrai, c'est Nishan. Excusez-moi. Je reviens encore juste pour un commentaire, ma question. Un commentaire avant que vous puissiez parler des emails comme il a été comme technologie, le mailing list, excusez-moi, c'est toujours important pour des gens qui veulent apprendre de leur histoire. Mais je pense qu'il faut. Moi, j'ai réalisé plusieurs erreurs dans le passé et je pense qu'on apprend avec les erreurs et c'est tout à fait bon d'aller de retour, de voir comment s'y prendre, s'en sortir de certaines menaces, etc. Les plateformes, c'est important. Il faut utiliser. Et il faut être très attentif à vous-même, hein, ne pas aussi perdre certaines informations. Encore une fois, revenons à la question. Nous savons, vous faites des travail si formidable. Autre chose, en dehors de tout ce que nous faisons, comment tirez-vous une ligne de démarcation par rapport aux détentes ou divertissement? Pensez au côté politique. Peut-être, je pense, quelque chose peut être si contentieux par rapport aux autres et aussi, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pensez? C'est à vous de savoir où vous y allez. C'est à vous de tirer une ligne de démarcation. Je pense que c'est très intéressant. Donc, il ne faut pas tout embrasser en résumé, c'est ça. Tout dépend de ce que vous voulez poursuivre, d'accord? Revenez un peu, vous avez parlé des formations. Non, j'ai placé cela dans le contexte de la communauté. Pas spécifiquement la formation. Appelez ça de ce que vous voulez. Oui, Sarah. Pour ce que nous faisons côté Soudan-Nord, je pense que, première chose, d'abord, en dehors des ateliers, formations, accompagnement technique, nous avons de bonnes relations avec des agents de réglementation, des ministères. Les rapports sont très bons. Et lorsque nous sommes allés le voir pour la première fois, nous les avons signifié combien nous planifions de faire ceci et cela. Honnêtement parlant, ils ont exprimé l'accueil, mais ils ne savaient pas réellement si nous serons très honnêtes avec le plan que nous avons voulu présenter. Vous comprenez un peu, dans une dimension documents, etc., blablabla, tout cela. Mais nous avons été là, il fallait aussi avoir de bonnes bases pour prouver notre caractère d'honnêteté. Il y a eu un parcours. Alors, avec le ministère, excusez-moi, les régulateurs, nous avons essayé de partager certains points de vue avec les communautés lorsque nous terminons de nous entretenir avec eux et pour exprimer un peu auprès de communautés ce qu'ils veulent faire, par exemple, un plan de migration, c'est-à-dire de l'IPv4, c'est-à-dire protocole Internet version 4 vers protocole Internet version 6. Alors, il fallait passer l'information à la communauté pour qu'elle puisse être au courant de ce que nous voulions faire. C'est ça ce que nous avons essayé de faire. Balancer la transparence, parler un peu de tout ce qui est sur le mailing list. Avec toutes les conclusions, on disait d'abord, il faut que nous puissions avoir des retours de la part des communautés. Évidemment, c'était ça un peu ce projet. Pour cela, recevoir la rétroaction de mailing list, de communauté, partager cela avec les régulateurs, c'était bon. Ce genre de projet, des fois, il y avait quoi? Les régulateurs gardaient l'œil pour savoir ce que nous étions en train de faire. C'est-à-dire, nous avons aussi pensé développer un point d'échange Internet au niveau. Je peux vous dire que les démarches sont encore en cours, c'est un processus. Et puis,
nous les avons dit ce que nous pouvons faire. Nous allons essayer de leur fournir notre appui. Nous allons lancer la formation. Nous allons aussi demander aux gens de voir s'ils peuvent penser avoir accès, d'accord, à plus de contacts par rapport aux membres de l'équipe des points d'échange. On peut toujours garder vos contacts et puis revenir sur vous en retour pour partager quelques points de vue. Ce n'est pas encore bien fait, c'est un peu à quelques pourcentages, 70%. Et puis, autre chose, tout ce que nous faisons, toute chose que nous faisons est documentée. Comment nous avons commencé avec les nombres? Nous faisons document pour cela. À chaque pas des cadences, à chaque pas d'avancement, à chaque pas de progrès, tout est noté, nous documentons tout. Vous voyez? Et puis, nous notons même nos erreurs, ce que nous avons mal fait, ce que nous avons bien fait, ainsi de suite. Donc, excusez-moi seulement de vous dire que nous ne faisons pas tout dans le brouillard ou bien dans l'abstrait. Tout est documenté. Nous sommes allés plus loin, jusque vers la Somalie, pour voir comment nous pouvons faire quelque chose, même pour Yémen. Ils nous écrivent. Côté Yémen, c'est notre histoire, excusez-moi, je partage avec vous. Nous avons besoin de suivre séquentiellement tout ce que nous sommes en train de faire. De savoir quelles sont les réactions provenant de communautés, ça nous aide de nous améliorer dans le temps. Même pour les rapports techniques, si nous avons par exemple besoin d'organiser un atelier ou bien un événement, et voilà ce que nous leur disons. Ceci est en train d'être fait. Voilà ce que nous prévoyons de faire, ainsi de suite. À partir de cela, qu'est-ce que nous faisons? Des fois, nous compilons un paquet pour vous, adaptez cela à vos besoins, ainsi de suite, surtout pour des projets. Nous faisons des adaptations de projets pour vous. Bon, voilà. Je sais que tous, nous évoluons sur terrain, ce n'est pas donné à tout le monde d'écrire tout. Mais ça nous permet de travailler dans la transparence et causer avec les gens progressivement, parler avec eux. C'est une façon de leur donner plus d'appétit pour qu'ils puissent rester en fréquence de collaboration avec nous. Voilà les gens d'esprit de projet que nous sommes en train de réaliser sur le terrain. Non seulement la formation, mais ce que vous faites, c'est fantastique, c'est bien clair, c'est fantastique. Vous faites beaucoup. Ah, merci. Honnêtement, écoutez, je ne sais pas ce que je peux vous dire. Je me sens si petit. Non, je comprends. Oui, nous faisons quelque chose. Mais je voudrais vous dire encore pour finaliser, c'est que pour moi, oui, c'est beaucoup. Mais pour le moment, à cause de cette habitude, c'est devenu presque un exercice routinier. C'est tout à fait normal. Mais vous devez le faire. Vous devez acquérir assez d'expérience. Vous devez savoir comment faire les choses. Ce serait très difficile pour une première fois, mais une fois que vous marquez le pas, c'est déjà tout un parcours et vous irez de l'avant. Merci. Merci. Oui, revenons un peu à ces questions de réglementation. Au niveau de l'Afrique du Sud, bien sûr, on avait beaucoup de groupes, beaucoup de travail à faire. On avait été aussi coincé par certains aspects juridiques, etc. Mais nous sommes du côté technique. Voilà comment nous avons voulu faire. Nous avons essayé d'abord de nous imprégner de la situation. D'abord, première version a été mise en place avec IS, c'était à Durban. Vous savez, parce que nous avons cru que ça pourrait être neutre, ça va nous permettre d'aller de l'avant sans pour autant que nous puissions être, bon, je ne sais pas comment on peut dire, c'est pas la neutralité du contenu, non. Nous avons trouvé cela comme un environnement favorable. Il y a les liquidités qui venaient, parquet financier venait, nous avons trouvé cela avantageux pour nous d'aller de l'avant et aussi les projets pour cela. Bon, Mandela, c'est un autre projet. Nous avons pu avoir déjà quelque chose qui est fait. Pour ce qui concerne la documentation, pas question. Il n'y avait vraiment pas vraiment de courage de ces côtés-là. On avait assez de défaillances, un peu de faiblesse. Bon, nous avons voulu, disons-le, commencer par un service très clair pour que les gens arrivent à comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Voilà. À partir de là, nous avons eu déjà, entre guillemets, CSR. Et il y a eu des petits projets. On a obtenu des certifications. Ce sont des projets. Nous aimons souvent commencer avec des petits services, des petits projets au niveau des écoles. Et ensuite, il y a quelqu'un qui peut s'injecter dans notre à lire l'évolution. Et aussi, encore une fois, voilà, ça nous permet quand même de voir comment aller de l'avant, ainsi de suite. Bon, mais écoute, je viendrai. Nous allons causer. Je suis un peu intéressé. Assez d'appétit pour cela. Pour Chia, la parole est à vous.
Je pense que je suis presque du même côté par rapport à ce qui vient d'être dit par mes collègues. Comme vous le savez, bon, pour l'Afrique du Sud, c'est bien sûr un orgue original. Les agents de réglementation ont leur réalité, leur histoire. Nous préférons rester un peu très conservateurs, très focalisés sur les réseaux, les thèmes, ainsi de suite. Et aussi, côté de la composante technique seulement. Mon frère, vous, la parole. Clôturer. Pour moi, je crois certainement que nous sommes partie d'une seule famille écosystémique. En ce qui concerne les politiques, oui, les gens qui sont là sur le terrain, ils font du bon travail. Mais qu'est-ce que nous voulons faire? Nous n'avons pas besoin d'écraser les activités faites par les autres ou bien être dans la duplication. Nous avons besoin de nous compléter, les gens qui peuvent venir pour la technologie, ainsi de suite. Et en ce qui concerne des politiques, les aspects juridiques, nous avons besoin d'ouvrir l'espace à d'autres personnes qui ont assez de compétences là-bas, de venir nous apporter quelque chose de nouveau. Nous avons besoin de travailler avec tout le monde dans l'écosystème. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de travailler de concert, ensemble, collectivement, vous comprenez, pour que tout le monde se retrouve dans la communauté et que nous puissions évoluer vers l'avant. Oui, à cause de notre nouveauté, nous sommes nouveaux sur terrain, nous avons essayé d'engager les réglementaires. C'est très difficile un peu d'avoir un appui dans un contexte local. Encore une fois, nous allons maintenir l'élan dans son aspect technique et voir là où ça va nous amener. Voilà, nous avons 5 minutes avant que nous puissions faire une mise en commun rapide. Est-ce que y a-t-il un dernier commentaire par rapport à ce que nous venons de traiter tout à l'heure? Oui, de mon côté. Bon, Nox, c'est basé dans un environnement communautaire. Nous avons besoin d'engager les gens de se porter volontaires, être volontaires pour nous permettre de briser les barrières des défis. Nous avons besoin de continuer à encourager les gens, que ce soit dans une communauté, que ce soit dans votre pays ou bien dans votre cité, d'avoir une communauté en place. Et ça va nous aider de nous interchanger sur différents thèmes, de débattre un peu des aspects autour des défis. Parlons ensemble quand même. C'est comme cela qu'on peut avancer. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec petite communauté, ils ont commencé avec une petite communauté, avec Enoch et Enoch, et ils ont essayé de faire des ramifications pour atteindre d'autres régions au niveau de l'Afrique du Sud. Et en tant que sous-région, Enoch, je pense qu'il est tout à fait important que chaque pays puisse avoir une communauté de dialogue, afin que dans les dialogues, on puisse savoir exactement qu'est-ce qui se passe de part et d'autre. Vous comprenez? Différents rayons géographiques. Et avec cela, ça va permettre à ce que les gens se parlent. Voilà, c'est tout. Encore une fois, excusez-moi. Avec cela, je vois Nishan qui se tient debout. Micro, est-ce que nous avons besoin de comprendre un peu ce qu'il cherche à dire, s'il vous plaît? Bien gracieusement, je réponds de Diolo Jiao de Enog. Je voudrais juste faire ressortir un point de vue. Vous n'avez pas nécessairement d'être un peu timide par rapport aux conversations de réglementation ou bien de politique. Nous avons commencé très fortement focalisé sur le renforcement des capacités. Ce que nous avons remarqué, c'est que dans toutes ces organisations, ils ont des techniciens qui ont besoin de renforcement des capacités, des renfermements dans les compétences. 16 ans dans le parcours, les gens qui ont été nouveaux dans ces classes, surtout les directeurs assistants, les directeurs de ces organisations, et parce qu'ils avaient appris dans le temps, dans l'espace et le temps, ils avaient appris de renforcer les communautés, ils avaient une très bonne compréhension des tenants et les aboutissants de réalité dans l'écosystème, dans l'élan, dans le parcours. Ils comprenaient tout, ils savaient comment s'y impliquer dans tous les domaines, à tous les niveaux. On peut avoir même des gènes. Et aussi, voilà ce que je pourrais vous apporter comme contribution. Bien, merci, Nishan. Je ne sais pas. Est-ce que c'est très tôt pour le Conseil d'Afrique? D'abord, je voudrais vous dire que j'ai 2 commentaires. Tout d'abord, c'est parce que les techniciens ne veulent pas changer de cadre, c'est-à-dire aller de l'autre côté. Ils veulent rester toujours dans leur cantonnement.
Ce serait très bien pour vous de penser combien devenir beaucoup plus flexible. Dire que je ne vais pas garder les choses comme de la routine. Je dois être beaucoup plus polyvalent et embrasser d'autres secteurs. Deuxièmement, excusez-moi, c'est presque la même chose. Relaxez-vous. Je pourrais dire, il faut question d'abord de se relaxer avant de vous poser la deuxième question. Beaucoup d'entre nous, je sais qu'ils ont des NOCs, des applications à travers la région. Moi, je fais partie d'un groupe Alliance Globale. Lorsque vous commencez, vous pouvez commencer, poser des questions, intervenir, on peut vous aider. Voilà, je n'avais pas de questions. Je n'avais qu'un commentaire à vous apporter. Merci bien parce que je comprends. Pour moi, c'est bref. J'ai été responsable. Qui êtes-vous? Je réponds au nom de Martin Waidoua. Je suis de la technologie d'information basée en Ouganda. Partant de mon expérience en ce qui concerne un gestionnaire de projet et aussi membre d'une équipe technique, je pense que nous avons besoin de l'assistance sur la question de la culture. Pourquoi vous voulez que nous puissions parler? Pourquoi vous voulez que nous puissions partager? Pourquoi vous voulez seulement que nous puissions apparaître? Chers amis, vous savez, des fois, les gens ne voient pas du sens à ce genre de choses. Et pour cela, je pense que nous avons besoin d'aider la transformation culturelle. Nous avons besoin d'experts dans ces secteurs. Vous savez, il faut dire aux gens pourquoi ils peuvent partager de plus en plus gratuitement et aussi parler de certains éléments. Jusqu'à ce que je pourrais apprécier cela, je pense qu'ensuite, vous finirez par voir un changement. J'ai vu la différence dans certaines histoires qui ont réussi avec différents contextes, différentes communautés, avec différentes croyances. Je pense que ces genres de cohésion pourraient vous mener très loin et voir ce que vous voyez actuellement avec nos sociétés qui se transforment. Ça fera partie des histoires réussies. Je pense que toutes nos sociétés doivent avoir des bases fondamentales, des bases de vérité fondamentales, surtout en ce qui concerne le partage des connaissances en tant que tel. Merci bien. Merci beaucoup, c'est un beau commentaire. Isabelle, je pense que vous voulez couvrir quelque chose. Je voudrais ajouter un commentaire par rapport à ce qui vient d'être dit. Je pense que tout un chacun de nous a pu voir l'avantage de travailler avec les communautés, raison pour laquelle moi, j'avais commencé que nous puissions avoir NOC. Bon, je pars partant de mon expérience, les communautés, je pense que c'est tout à fait, ils sont responsables de ma croissance parce que cette croissance, avec le NOC de l'Ouganda, tout le monde pouvait en tirer profit, tout le monde pouvait interagir chaque fois, soit une fois là. Je pense que tout un chacun de nous, tel que nous y sommes ici, nous comprenons l'avantage. Nous avons besoin de partager notre expérience avec les autres. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui touche la culture, mais je pense que la majorité des formateurs, depuis l'Ouganda, je pense que nous sommes autour de 5 qui mènent des formations au niveau de AFNOC. Et nous nous engageons localement aussi. Dernier commentaire. Pour moi, je pense que ce serait tout à fait bon que chacun puisse passer par ces parcours, se joindre à nous pour voir comment pousser. Nous avons besoin de travailler ensemble pour renforcer l'espace Internet de l'Afrique. Et ce serait très bien que nous puissions voir d'autres régions au niveau des NOC, que ce soit dans la partie australe de l'Afrique ou bien la partie méridionale de l'Afrique, la manière dont ils opèrent. La partie de l'Afrique de l'Est n'a pas encore bien commencé, mais c'est bon. Nous planifions d'avoir une revitalisation technique dans ce sens pour donner encore plus d'élan à cette composante NOG de l'Afrique de l'Est. Avec ce que Michel a dit, s'il peut nous offrir aussi de l'assistance, être en
contact avec Global Alliance, nous donner cette opportunité d'être en contact avec Global Alliance. Nous pouvons aussi vous aider de commencer avec NOC, avec Global Alliance. Si les bonnes connexions sont établies, je pense qu'il y aura d'autres NOCs aussi ici en Afrique. Encore une fois, merci. Je crois que d'autres personnes peuvent aussi toujours continuer à appuyer. Il y a beaucoup de voies, beaucoup d'avenues à exploiter pour que, avec les organisations, que nous puissions avoir des organisations qui peuvent travailler côte à côte, n'est-ce pas? Oui, une chose qui m'est arrivée plusieurs fois, c'est un problème de commercialisation. Le terme NOC peut être vu comme une terminologie intégrée à quoi que ce soit. Pour moi, je pense que ce que je pourrais dire, ce n'est pas quelque chose NOC. Et je pense que ça crée des fois de confusion. Moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est pour la première fois de voir de nouveaux mots pour que nous puissions bien expliquer ce que nous sommes en train de faire? Parce que je pense que ça pose un problème de marketing. Même si ceci ne vous offre pas vraiment une réalité très claire, vous savez, avec NOC, KZN, groupe opérateur NOC, je pense qu'il faut qu'il y ait plus de changements. Comme je disais tout au départ, il faut changer peut-être d'appellation parce que ça donne beaucoup plus de sens. Je ne sais pas, je ne sais pas. Oui. Quelle est votre pensée là-dessus, votre réflexion, s'il vous plaît? Cédric. Tout d'abord, je voudrais revenir un peu sur la question d'appuyer NOC. Spécialement, nous sommes dans le contexte de l'Afrique, contexte de l'Afrique, il y a beaucoup d'institutions qui sont prêtes d'appuyer les NOCs. C'est-à-dire, vous avez NOC Global Alliance, vous avez Afrinic, vous avez ISOC, vous avez beaucoup de gens qui sont là quelque part, qui cherchaient à voir comment apporter pour nous appuyer. Je crois certainement que ça ne prend pas beaucoup ou beaucoup d'argent pour commencer avec NOC. Faire en sorte que plusieurs personnes se retrouvent ensemble et faire quelque chose. Pour moi, ma dernière réflexion, j'aimerais vous dire ceci. NOC, c'est bon pour les communautés, pour les cadres d'opération, et aussi c'est un environnement favorable pour certaines personnes de s'échanger en termes d'expérience, de se parler et aussi de s'échanger les uns des autres. Pour cela, j'aimerais dire que ça, c'est une très bonne chose que nous puissions avoir la mise en place des NOC. C'est un peu défiant, mais nous devons essayer de mettre de côté certaines barrières linguistiques. Certaines personnes viennent et ils disent, nous ne parlons pas votre langage. Et vous voulez tweeter en français, mais moi, je parle anglais. Alors, vous comprenez, ça, ce n'est plus quelque chose qui doit être d'actualité ou bien qui peut nous inquiéter. Nous devons aller et penser du fait que NOC, c'est quelque chose qui est bien. On doit se focaliser sur cela. Vous pouvez trouver quelqu'un qui peut parler votre langage, n'est-ce pas? Et puis, tout est possible dans le parcours et dans l'élan d'activité d'opération. Mais avez-vous quelque chose à ajouter, s'il vous plaît? Oui. Peut-être un conseil. Peut-être, je pense que vous n'avez pas besoin de commencer grand. Commencez petit. Peut-être commencer avec votre communauté. À partir de là, peu importe le travail que vous le faites, vous avec votre communauté, pour que ce soit non, que ce soit quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose qui doit se passer. Et ensuite, lorsque vous allez commencer, commencez tout petit. Vous savez, avec des petits pas, c'est ce qui fait un long parcours. Et par la suite, dans le temps, vous allez grandir. En se basant sur votre expérience, avec les ressources que vous avez, vous pouvez peut-être acquérir plus de ressources. Et ensuite, parce que nous avons trouvé que ça aide. Parce que si vous avez besoin de faire quelque chose, il n'est pas question que vous puissiez venir avec un plan complexe. Commencez tout petit, ensuite vous allez évoluer. Et puis, comme je l'ai mentionné, vous allez voir, il y a beaucoup d'organisations qui seront là, prêtes à vous aider. Et aussi,
Comme le jeune homme le disait, of the culture, like not everything you take, you need to give. So I expect that when we go je pense que nous devons quitter, aller voir comment aller plus loin. Parce que avec cela, on peut partager. Avec les communautés, on peut faire des affaires. Bon, si vous voulez, je pense pour le moment, c'est ça, c'est que je pourrais vous dire. Avec la pandémie, on peut rester en ligne. C'était ça la bonne chose. Si vous ne pouvez pas atteindre, vous pouvez, physiquement, vous pouvez atteindre en ligne. Donc, déjà, commencez, déjà au niveau de vos communautés, commencez par là. Si vous avez besoin de partager quelque chose, il faut être la personne qui peut le faire et ensuite, on pourra le faire. Voilà. Et pour quelque chose. Et ça serait bien. Et c'est ça qui marquera la différence, s'il vous plaît. Merci, Sarah. Excusez-moi, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui vous prenait en vidéo pendant que vous étiez en train de parler. Merci beaucoup pour avoir accepté de venir et partager vos pensées avec nous, vos réflexions. Applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Now you have to do the embarrassing bit, which is give you a thank you present. Alors, nous allons Do we have any of the vous remettre un petit présent. Est-ce que nous avons des orateurs d'hier qui n'ont pas reçu leur présent? Des orateurs d'hier? Oh, you- Aucun? Vous? Anyway.